Bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je voulais te lire un petit passage de Humain de Matt Haig, un livre que j'ai beaucoup aimé. Si cela t'a plu et que tu veux connaître la suite, fais-le moi savoir et je lirai un peu plus de ce livre qui je trouvais très intéressant. Bonne relaxation. Préface. Un espoir illogique face à l'écrasante adversité. Vous qui lisez ces lignes, vous êtes un certain nombre à penser que les humains sont un mythe. Je le sais. Mais je suis bien placé pour affirmer qu'ils existent. Pour ceux qui l'ignoreraient, l'humain est une forme de vie réelle, bipède, d'intelligence médiocre, qui mène une existence largement bercée d'illusions sur une petite planète aqueuse dans un recoin très isolé de l'univers. Pour ceux qui y croient, et pour ceux qui m'ont envoyé sur cette planète, les humains sont, à maints égards, aussi étranges que l'on pouvait s'y attendre. Et je confirme qu'à première vue, leur apparence physique est tout à fait consternante. Le visage, à lui seul, présente une grande variété de curiosités hideuses. Un appendice nasal central protubérant, des lèvres à la peau fine, des organes auditifs externes primitifs appelés oreilles, des yeux minuscules surmontés de sourcils d'une insondable inutilité. Il faut beaucoup de temps pour absorber mentalement et accepter tout cela. Leurs us et coutumes également sont aux premiers abords une énigme déconcertante. Leur conversation exprime très rarement ce dont ils souhaitent réellement parler et je pourrais écrire 97 volumes sur leur pudeur corporelle et leur usage des vêtements sans que vous soyez encore près de les comprendre. Ah, et n'oublions pas les choses qu'ils inventent pour se rendre heureux et qui ne font que leur malheur. La liste est infinie. Elle comprend, entre autres, faire du shopping, regarder la télévision, chercher le meilleur emploi, acheter la plus grosse maison, écrire un roman semi-autobiographique, éduquer leurs petits, donner à la peau un aspect légèrement moins flétri et entretenir le vague désir que tout cela ait un sens. Je vous l'accorde, c'est très amusant, quoique peu flatteur pour eux. Mais au cours de mon séjour sur Terre, j'ai aussi découvert la poésie humaine. L'un de ses auteurs, le tout meilleur, une femelle nommée Emily Dickinson, a écrit « J'habite le possible ».
Alors faisons-nous plaisir, imitons-la. Ouvrons entièrement notre esprit, car ce que vous êtes sur le point de lire vous obligera à mettre de côté tous vos préjugés dans l'intérêt supérieur de la compréhension. Réfléchissons à ceci. Et si, au fond, la vie humaine avait un sens ? Et si, ne riez pas, la vie sur Terre n'était pas seulement un objet de crainte et de moquerie, mais aussi une réalité qu'il nous faut chérir ? Qu'en serait-il alors ? Certains parmi vous, à l'heure qu'il est, savent peut-être ce que j'ai fait, mais aucun d'entre vous n'en connaît vraiment la raison. Ce document, ce guide, ce rapport, appelez-le comme vous le voudrez, fera la lumière sur toute l'affaire. Je vous conjure de lire cet ouvrage avec toute l'ouverture d'esprit possible et de vous faire votre idée sur la valeur réelle de la vie humaine. Que la paix règne sur le monde. Première partie, j'ai pris mon pouvoir en main. L'homme que je n'étais pas. Bien, de quoi s'agit-il ? Vous êtes prêts ? D'accord. Respirez, je vais vous raconter. Ce livre que vous tenez entre vos mains, se passe ici, sur Terre. Il parle du sens de la vie et de rien du tout. Il parle de ce qu'il en coûte de tuer quelqu'un et de le sauver. Il parle d'amour, de poètes morts et de beurre de cacahuètes. Il parle de matière et d'antimatière, de tout et de rien, d'espoir et de haine. Il parle d'une historienne âgée de 41 ans, prénommée Isobel, et de son fils de 15 ans appelé Gulliver, et du mathématicien le plus intelligent de la Terre. En bref, il raconte comment on devient un humain. Mais permettez-moi de commencer par une évidence. Je n'en étais pas un d'humain. Lors de cette première nuit, dans le froid, les ténèbres et le vent, j'étais bien loin d'en être un. Avant d'avoir lu Cosmopolitan à la station-service, jamais je n'avais posé les yeux sur ce langage écrit. J'ai conscience que c'est sans doute une première pour vous aussi. Soucieux de vous représenter la façon dont les humains d'ici consomment les récits, j'ai conçu ce livre comme un humain l'aurait fait. Les mots que j'emploie sont des mots humains, composés en caractères humains, disposés les uns derrière les autres à la manière humaine. Étant donné votre capacité à traduire presque instantanément les formes linguistiques les plus exotiques et primitives, je suis convaincue que vous ne rencontrerez aucun problème de compréhension. Je le répète, je n'étais pas le professeur Andrew Martin, j'étais comme vous. Le professeur Andrew Martin n'était qu'un rôle pour moi, un déguisement, une personne qu'il me fallait incarner afin d'accomplir une mission. Une mission qui avait commencé par son enlèvement et par sa mort. Je me rends compte que je plombe l'ambiance là. Je jure de ne plus mentionner la mort au moins jusqu'à la fin de cette page. L'important, donc, est que je n'étais pas un mathématicien âgé de 43 ans, époux et père, enseignant à l'université de Cambridge, ayant consacré les 8 dernières années de sa vie à la résolution d'un problème mathématique qui avait jusque-là résisté à l'analyse. Avant mon arrivée sur la Terre, je n'avais pas des cheveux châtains formant naturellement une raie sur le côté. Pas plus que je n'avais d'opinion sur la suite orchestrale Les Planètes de Gustav Holst, ni sur le deuxième album des Talking Heads, n'étant même pas familiarisé avec le concept de musique. Ou du moins, je n'aurais pas dû en avoir. Et comment aurais-je pu songer que les vins australiens sont automatiquement inférieurs à ceux qui proviennent d'autres régions de cette planète, moi qui n'avais jamais bu que de l'azote liquide ? Appartenant à une espèce post-conjugale, il va sans dire que je n'avais jamais été un mari négligent ayant un faible pour une de ses étudiantes, pas plus que je n'avais été un homme qui promenait son English Springer Spaniel, une catégorie de petites divinités domestiques velues également appelées chiens, parce que cela lui donnait une excuse pour sortir de chez lui. Et je n'avais bien sûr écrit aucun livre sur les mathématiques, ni exigé que mes éditeurs utilisent une photo d'auteur vieille de bientôt 15 ans. Non, je n'étais pas cet homme. Je n'avais pas le moindre sentiment pour lui. Et pourtant, il avait été bien réel, aussi réel que vous et moi. Une forme de vie mammifère en chair et en os, un primate diploïde et eucaryote qui, 5 minutes avant minuit, était encore assis à son bureau en train de contempler son écran d'ordinateur en buvant du café noir.
Pas d'inquiétude, j'expliquerai un peu plus tard le café et mes aventures avec. Une forme de vie qui avait peut-être ou peut-être pas bondi de sa chaise lorsque la révélation était advenue, lorsque son esprit avait atteint un lieu que nul esprit humain n'avait jamais approché de si près, l'extrême limite du savoir. À un moment donné, très peu après sa révélation, cet homme avait été enlevé par les hôtes, mes employeurs. Je l'avais même rencontré pendant un bref instant, un instant suffisant pour que l'analyse, quoique très incomplète, soit réalisée. Elle était complète physiquement, notez bien, mais pas mentalement. Voilà tout. Car voyez-vous, il est possible de cloner le cerveau humain, mais pas ce qui est stocké à l'intérieur, du moins pas grand-chose. Ce qui m'a obligé à en apprendre beaucoup par moi-même. J'étais un nouveau-né de 43 ans sur la planète Terre. Le fait de ne jamais l'avoir correctement rencontré allait d'ailleurs se révéler ennuyant pour moi, car une rencontre digne de ce nom m'aurait été bien utile, ne serait-ce parce qu'il aurait pu me parler de Maggie. Oh, comme je regrette qu'il ne m'ait pas parlé de Maggie. Quoi qu'il en soit, le savoir qu'il avait acquis ne changeait rien au simple fait que je devais mettre un coup d'arrêt à l'évolution des choses. C'était la raison même de ma présence. Détruire les preuves de l'avancée révolutionnaire que venait de faire le professeur Andrew Martin. Des preuves présentes non seulement dans des ordinateurs, mais aussi dans des organismes humains en vie. Bien, par où commencer ? Il n'y a qu'un point de départ possible, je suppose. Le moment où la voiture m'a renversé. Les substantifs sans contexte et autres épreuves épineuses pour le novice en langues étrangères. Oui, comme je l'ai dit, nous allons devoir commencer par le moment où je fus renversé par une voiture. Il en faut, vraiment. Car pendant un bon moment avant cela, il n'y avait rien du tout. Le néant, puis quelque chose. Moi, debout au milieu de la route. Une fois sur place, j'eus plusieurs réactions immédiates. La première, qu'est-ce que c'était que ce temps ? Je n'étais franchement pas habituée à songer au climat. Et je me trouvais en Angleterre, une région de la Terre où penser au temps qu'il fait est la principale activité humaine. Et non sans raison. La deuxième, où était l'ordinateur ? Il aurait dû y avoir un ordinateur. Même si je ne savais pas précisément à quoi ressemblait celui du professeur Martin. Peut-être ressemblait-il à une route après tout. La troisième, qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Une sorte de rugissement assourdi. Et la quatrième, il faisait nuit. Étant plutôt du genre à rester chez moi, je n'étais pas habituée à la nuit. Et même si je l'avais été, cette nuit-là n'était pas une nuit ordinaire. C'était le genre de nuit que je n'avais jamais connu. C'était une nuit, puissance nuit. De la nuit au cube. Un ciel empli de ténèbres sans compromis, sans étoiles et sans lune. Où étaient les soleils ? Le froid semblait indiquer qu'il n'y en avait pas. Ce froid était un choc pour moi. Ce froid me faisait mal aux poumons, et le vent cruel qui cinglait ma peau me faisait trembler. Je me suis demandé si les humains sortaient jamais de chez eux. S'ils le faisaient, ils devaient être fous. Respirer me fut difficile au début, et c'était un problème. Car après tout, inutile de se voiler la face, respirer est une des exigences les plus primordiales pour quiconque voulait être humain. Mais je finis par prendre le coup. Aussitôt, une autre inquiétude me saisit. Je n'étais pas là où je devais me trouver. Où j'aurais dû me trouver, cela m'apparaissait de plus en plus clairement. J'aurais dû me matérialiser à l'endroit exact où il avait été enlevé, lui. J'aurais dû être dans un bureau, mais ceci n'était pas un bureau. Je m'en rendais compte même à ce moment-là. À moins que ce ne soit un bureau assez vaste pour contenir un ciel entier, y compris ces nuages noirs qui s'accumulaient et cette lune cachée. Il me fallut un moment, trop long malheureusement, pour comprendre la situation. À ce stade-là, j'ignorais encore ce qu'était une route, mais maintenant je suis en mesure de vous dire qu'une route est un lien entre un point de départ et un point d'arrivée. C'est important, car sur Terre, figurez-vous qu'on ne peut pas se téléporter simplement d'un lieu à un autre. La technologie nécessaire n'existe pas encore,
Ils en sont loin. Non. Sur Terre, on passe un temps fou à se déplacer d'un point à un autre, que ce soit sur des routes, sur des voies de chemin de fer, dans sa carrière ou dans ses histoires sentimentales. Cette route en particulier était du type autoroute. Une autoroute est le type de route le plus sophistiqué qui soit. Ce qui signifie que, en gros, comme il en va de la plupart des progrès humains, le risque de décès accidentel y est considérablement plus élevé. Mes pieds nus reposaient sur une surface appelée asphalte et ressentaient sa texture insolite et grossière. Je regardais ma main gauche. Je la trouvais fort rudimentaire et exotique, mais mon rire cessa tout net quand je pris conscience que cette impayable chose pleine de doigts faisait partie de moi. J'étais étranger à moi-même. Ah, et au fait, le rugissement assourdi était toujours là, mais nettement moins assourdi. C'est alors que je vis ce qui se rapprochait de moi avec une vélocité considérable. Les lumières, blanches, larges et basses. Elles auraient aussi bien pu être les yeux brillants d'un bouffe-pleine lancé au grand galop à la carcasse métallisée. La chose poussa un hurlement soudain. Elle tenta de ralentir et de m'éviter. Je n'avais plus le temps de m'écarter. Je l'aurais eu un peu plus tôt, mais plus alors. J'avais trop tardé. Et je fus donc percuté par une force énorme, implacable. Une force qui me projeta en l'air et m'envoyait voler. Mais pas voler pour de vrai, car les humains ont beau agiter bras et jambes, ils en sont incapables. La seule option qui me restait était la douleur, que j'éprouvais jusqu'à mon atterrissage, après quoi je retournais au néant. Le néant, le néant, le néant. Puis, quelque chose. Un homme recouvert de vêtements se tenait au-dessus de moi, la proximité de son visage me troubla. Non, c'était plus fort que cela. J'étais révulsée, terrifiée. Jamais je n'avais rien vu de tel que cet homme. Cette face m'était si étrangère, elle était si pleine d'ouvertures et de protubérances incompréhensibles. Le nez surtout me perturbait. Mes yeux innocents eurent l'impression qu'il y avait autre chose à l'intérieur de lui qui poussait pour sortir. Je baissai le regard, remarquai ses vêtements. Il portait ce que j'identifierai plus tard comme étant une chemise et une cravate, un pantalon et des chaussures. Exactement ce qu'il était censé porter, et pourtant cela me paraissait si saugrenu que j'ignorais si je devais rire ou hurler. Il observait mes blessures, ou plutôt il les cherchait. Je vérifiai ma main gauche, pas de dégâts. La voiture avait heurté mes jambes, puis mon torse, mais ma main était intacte. « C'est un miracle, me dit-il tout bas, comme s'il me confiait un secret. » Mais les mots n'avaient aucun sens. Il me dévisagea et éleva la voix pour se faire entendre malgré le bruit de la circulation. « Qu'est-ce que vous faites là ?» De nouveau, rien. Ce n'était qu'une bouche en mouvement qui émettait des sons. Je me rendais bien compte que son idiome était simple, mais il me faut entendre au moins une centaine de mots d'une nouvelle langue pour pouvoir reconstituer tout le puzzle grammatical. Ne me jugez pas, je vous prie. Je sais que certains d'entre vous n'ont besoin que d'une dizaine de mots, ou même d'un seul syntagme adjectival, mais je n'ai jamais été très douée pour les langues. C'est une des raisons de mon aversion pour les voyages, je suppose, car je le répète, je n'avais jamais demandé à être envoyée ici. C'était un boulot, quelqu'un devait le faire, et suite à mon discours jugé blasphématoire au musée des équations quadratiques, mon prétendu crime contre la pureté mathématique, les hôtes s'étaient dit que ce serait le châtiment adéquat. Ils savaient que personne au sein d'esprit ne se porterait volontaire. Certes, c'était une mission à haute responsabilité, mais ils savaient aussi que, comme vous, j'appartenais à l'espèce la plus évoluée de l'univers connu, et que je ne m'en acquitterais donc sans encombre. « Eh, mais je vous connais, votre tête me dit quelque chose. Qui êtes-vous » Je me sentais épuisée. C'est le problème avec la téléportation. La translation de matière et la recomposition biologique. C'est vraiment crevant. Et même si ça vous regonfle après vous avoir vidé, on en paie le prix en énergie. Je replongeais dans le noir et me laissais emporter par des rêves teintés d'indigo, de violet et de chez moi. Je rêvais d'œufs fêlés,
de nombres premiers et d'horizons urbains toujours changeants. Et puis je me réveillais. Je me trouvais à l'intérieur d'un véhicule étrange, sanglé à un équipement primitif de surveillance de rythme cardiaque. 2 humains, un mâle et une femelle, l'aspect de la femelle confirma mes pires angoisses. Chez cette espèce, la laideur était également distribuée entre les sexes. Habillés en vert. Ils semblaient me demander quelque chose avec une agitation manifeste. Peut-être était-ce parce que je mettais à profit mes membres supérieurs tout neufs pour arracher ces électrodes rudimentaires. Ils tentèrent de restreindre mes mouvements, mais visiblement, ils comprenaient très mal les mathématiques en jeu, et je n'eus guère de difficulté à laisser ces 2 humains sur le carreau, en train de se tordre de douleur dans leur accoutrement verdâtre. C'est en me remettant sur mes pieds que je remarquai la force de la gravité sur cette planète. Lorsque le chauffeur se retourna pour me poser une question, l'air encore plus agité que les 2 autres. Le véhicule avançait rapidement et les ondes sonores de la sirène nuisaient indéniablement à ma concentration. Mais j'ouvris la portière et bondis vers la végétation moelleuse qui longeait la route. Mon corps roula sur lui-même. Je me cachai. Puis, une fois assuré de pouvoir réapparaître sans péril, je me relevai sur mes 2 pieds. Comparé à une main humaine, un pied est relativement regardable, si on fait abstraction des orteils. Je demeurai sur place un moment à contempler ces curieux véhicules cloués au sol, de toute évidence dépendant de carburants fossiles, et faisant chacun plus de bruit qu'un générateur de polygones. Et le spectacle encore plus curieux des humains à l'intérieur, tous vêtus et cramponnés à un dispositif de direction circulaire et, parfois, à un appareil de télécommunication extra-biologique. Me voici sur une planète où la forme de vie la plus intelligente doit encore conduire des voitures. Jamais de ma vie je n'avais tant apprécié les splendeurs toutes simples avec lesquelles vous et moi avons grandi. La lumière perpétuelle, la circulation fluide flottante, la vie végétale évoluée, l'air édulcoré, l'absence de climat. Oh, mes doux lecteurs, vous n'avez pas idée. Les véhicules faisaient résonner des alarmes à haute fréquence en passant devant moi. Des visages aux yeux ronds, bouche bée, me regardaient à travers les vitres. Je n'y comprenais rien. J'étais pourtant aussi affreux que tous ces gens. Pourquoi ne me fondais-je pas dans le paysage? Qu'est-ce que je faisais de travers? Peut-être était-ce parce que je ne me trouvais pas à bord d'une voiture? Ou peut-être parce que je ne portais pas de vêtements. La nuit était froide, certes, mais le problème pouvait-il vraiment être aussi trivial qu'une absence de masquage artificiel du corps? Non, cela ne pouvait pas être aussi simple. Je levai les yeux vers le ciel. La lune était à présent visible, voilée par une fine couverture nuageuse. Même elle semblait me regarder la bouche ouverte avec la même stupéfaction. Je détestais la pluie. Pour moi, comme pour la plupart d'entre vous qui vivaient sous des dômes, la pluie était une terreur qui prenait des proportions presque mythologiques. Il fallait absolument que je découvre ce que je cherchais avant que les nuages ne crèvent. J'avisai un panneau rectangulaire en aluminium un peu plus loin. Les substantifs sans contexte sont toujours difficiles pour quiconque apprend une langue. Même quand la flèche ne pointait que dans un sens, je la suivis. Les humains continuaient de baisser leurs vitres et de me lancer des exclamations par-dessus le vacarme de leur moteur. Cela me paraissait parfois plutôt aimable, notamment lorsqu'ils projetaient leurs fluides buccaux dans ma direction, à la manière Orminuk. Je leur retournais amicalement leur crachat, m'efforçant de bien viser les visages qui filaient à toute allure. Cela semblait encourager une recrudescence de manifestations vocales, mais je tâchais de ne pas me tracasser. Bientôt, me disais-je, je comprendrai le sens profond de l'apostrophe bruyamment articulée « Bordel de merde, dégage de là, connard !» En attendant, je poursuivis mon chemin, dépassai le panneau et découvris un édifice illuminé mais d'une immobilité déroutante, posé non loin de la route. C'est là que j'irai, pensai-je. J'irai là-bas et je trouverai des réponses.